Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet assez central pour l'économie du Bénin. Oui, on va parler de sa dépendance aux importations. C'est ça, même pour des produits de tous les jours, hein, comme les produits pour nettoyer, les emballages plastiques. Les chiffres, ils montrent un déséquilibre commercial qui est assez frappant. Oui, tout à fait. Et justement, on a plusieurs documents pour décortiquer ça. Bon, il y a les données commerciales, évidemment, D'accord. mais aussi le plan d'action d'une initiative de formation locale qui est assez originale, je trouve. Ah oui. On a aussi des infos sur les politiques industrielles du Bénin, une analyse assez intéressante sur les liens, les synergies entre différents secteurs. Mhm. Et puis, un parallèle historique un peu surprenant, et même des réflexions sur ce que ça veut dire être entrepreneur dans l'industrie aujourd'hui. D'accord. L'objectif, donc, si je comprends bien, c'est de voir pourquoi cette dépendance existe. Voilà. Quelles stratégies sont mises en place ou envisagées pour y remédier? C'est ça. Et puis d'évaluer une proposition qui semble très concrète, cette fameuse école de fabrication. On va essayer de voir un peu comment tout ça s'articule, quoi. Exactement. Alors, pour commencer, posons le décor. La situation commerciale, qu'est-ce que les chiffres nous disent vraiment? Alors les chiffres y racontent une histoire de déséquilibre assez nette. Si on regarde la tendance, disons, sur les 10 dernières années, et surtout les chiffres de 2023, Oui. le Bénin importe beaucoup, beaucoup plus qu'il n'exporte, Hmm. pour l'ensemble des biens. En valeur, les importations, c'était à peu près 4 fois plus que les exportations en 2023. 4 fois plus. Mm. C'est considérable quand même. Et ce déséquilibre, il est encore pire pour les produits qui nous intéressent spécifiquement aujourd'hui. Tout à fait. Prenons les produits de nettoyage. Bon, c'est le code douanier HS34. D'accord. En 2023, le Bénin n'arrive à couvrir par ses exportations qu'environ 17% de ce qu'il importe dans cette catégorie. 17%. Seulement 17%. Et pour les produits plastiques de bœuf, donc le code HS39, là, c'est encore plus faible. On tombe à peine 5%. 5% pour les plastiques. Ah oui, ça veut dire que la production locale est vraiment minime par rapport à la demande. C'est ça. Nettoyage, le ratio du Bénin, donc 17%, Oui. il est bien inférieur à la moyenne africaine, qui est autour de 49%, et alors très loin de la moyenne mondiale, qui est quasiment à 100%, donc équilibrée. Mhm. Pour les plastiques, c'est le même constat, hein. 5% pour le Bénin contre environ 24% pour l'Afrique et un commerce mondial là aussi quasi à l'équilibre. Ça souligne vraiment une dépendance structurelle forte du Bénin pour ces biens de consommation qui sont essentiels. Et on parle d'un marché qui pourrait être énorme si la production locale arrivait à se développer, c'est ça? Ah oui, absolument. Rien qu'au niveau de la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oui. les importations de produits de nettoyage, c'était environ 440 millions de dollars en 2023. Et pour les plastiques, ça atteignait 3,7 milliards de dollars. Ah oui, quand même. Et si on regarde plus large, toute la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, Mhm. on parle de plusieurs milliards pour le nettoyage et plus de 26 milliards pour les plastiques. Donc oui, le potentiel de marché local et régional est considérable. D'accord, alors replaçons ce constat dans le contexte plus large du Bénin. Pourquoi cette situation? Historiquement, l'économie, elle dépend beaucoup de l'agriculture, c'est bien ça? Oui, c'est ça, le coton a longtemps été, et il reste d'ailleurs, un pilier majeur. Mais bon, cette dépendance, ça rend l'économie vulnérable et ça limite la création de valeur ajoutée sur place. Bien sûr. C'est pour ça que le gouvernement a lancé depuis quelques années déjà des programmes assez ambitieux comme Révéler le Bénin. Oui, j'en ai entendu parler. L'objectif, c'est justement de diversifier l'économie, d'attirer des investissements dans l'industrie, de moderniser les infrastructures. Et il y a aussi un facteur humain, démographique, très important, non? Exactement. Le Bénin a une population très jeune. La majorité des à peu près 14 millions d'habitants a moins de 25 ans. Ah oui. Alors, c'est un atout potentiel, c'est formidable, mais ça représente un défi qui est immense en termes d'éducation, de formation et surtout de création d'emplois, des emplois décents. Et le sous-emploi est un problème. Oui, le sous-emploi, c'est-à-dire avoir un travail précaire ou à temps partiel mais subi, c'est une réalité majeure, même si le taux de chômage officiel n'est pas si élevé. Du coup, on pense logiquement à la formation professionnelle, l'enseignement technique, les TFP, comme un levier potentiel. Est-ce que ça marche? Alors, c'est clairement un axe prioritaire pour le gouvernement qui investit dans les centres de formation, mais une des sources qu'on a pointe un problème assez récurrent et bien connu un peu partout d'ailleurs. Lequel? C'est le décalage.
Le décalage entre les compétences qu'on enseigne et puis les besoins réels des entreprises sur le terrain. Former, c'est bien, mais former pour des emplois qui existent ou qui correspondent vraiment aux ambitions de développement industriel, c'est ça le vrai défi. D'accord. Quelles autres politiques sont menées pour justement essayer de stimuler cette industrialisation? Il y a plusieurs pistes. On voit la mise en place de zones économiques spéciales, comme celle de Glujigbe. Oui, l'idée, c'est d'offrir un cadre plus attractif aux entreprises. Des infrastructures dédiées, une fiscalité allégée. Mhm. On note aussi des efforts sur les infrastructures généraux, le port, les routes, l'énergie, et puis une volonté d'intégrer davantage les filières agricoles. Par exemple, transformer le coton ou l'anacarde directement sur place, au lieu d'exporter brut. C'est dans ce contexte général qu'arrive cette initiative dont on parlait au début, l'Imalatokulu, l'école de fabrication. C'est quoi exactement? Alors, c'est un projet qui est porté par une association internationale d'entrepreneurs, en partenariat avec des acteurs locaux. L'idée, c'est de créer une structure de formation, mais très, très pratique, Ok, et axée spécifiquement sur ces deux secteurs, le nettoyage et la transformation plastique. Mais ce n'est pas juste une école technique comme les autres, si j'ai bien compris le concept. non, non, le concept est plus large. Il vise à former ce qu'ils appellent des entrepreneurs fabricants. C'est-à-dire que les participants, les étudiants, ils apprennent pas seulement les techniques de production. Ah, Ils apprennent aussi la gestion, la compta, la commercialisation, la vente. Ils passent vraiment par toutes les étapes. Un peu de théorie, des tests en labo, puis la production à petite échelle, presque comme des ouvriers, pour bien maîtriser les gestes et ensuite ils vont vendre eux-mêmes sur le marché. ah, c'est intéressant ça. Et le modèle économique aussi est particulier, non? Oui, assez original. L'idée, c'est que les revenus qui sont générés par la vente des produits fabriqués par les étudiants pendant leur formation, Oui. eh bien, ces revenus servent à financer le fonctionnement de l'école elle-même. C'est un modèle qui vise l'autofinancement par la production. L'autre aspect intéressant, c'est qu'ils veulent tout documenter. Tous les processus, les recettes, les modes opératoires, par écrit et en vidéo, pour créer une sorte de base de connaissances qui pourrait être partagée. Avec quel objectif final pour ceux qui sortent de là? L'objectif, c'est qu'à la fin de la formation, ils soient capables soit de lancer leur propre petite unité de production, Mhm. soit d'être suffisamment polyvalents et qualifiés pour être des employés très recherchés par les industries qui existent déjà ou celles qui pourraient s'implanter. Le projet prévoit même un accompagnement après la formation pour aider à trouver des financements. Et concrètement, quel type de produits ou de compétences sont visés? C'est précis? Oui, le plan d'affaires est assez détaillé là-dessus. Pour le nettoyage, il s'agit d'une gamme de produits assez courants. Détergent pour le sol, eau de javel, liquide vaisselle, adoucissant, nettoyant pour vitres, ce genre de choses. Ok, des produits de base. C'est ça. Et côté plastique, la formation couvre des aspects clés comme la classification des différents types de plastique, ce qui est essentiel si on veut faire du recyclage correctement. Bien sûr. Il y a aussi la transformation par recyclage elle-même, et puis les techniques de base comme l'injection, Pour faire quoi, par exemple? pour faire des bouchons de bouteilles, des petits composants, et le soufflage pour fabriquer les bouteilles, les bidons. D'accord, très concret. Et ce projet, il est organisé comment dans le temps? Il y a des phases? Oui, il y a une feuille de route assez claire. Une phase de démarrage sur 3 mois environ pour mettre en place la structure, les équipements, sélectionner les premiers candidats. Ok. Ensuite, une phase de 6 à 9 mois qui est vraiment centrée sur la formation intensive et les premières ventes des produits fabriqués. Mhm. Et enfin, à un horizon de 12 mois, l'objectif, c'est de stabiliser le modèle économique, d'établir des partenariats, peut-être de la sous-traitance, et de commencer l'accompagnement des diplômés pour qu'ils créent leur entreprise. Ok, le projet est clair maintenant. Mais revenons à la question de fond. Pourquoi cibler spécifiquement le nettoyage et les plastiques? Bon, on a vu le déficit commercial, mais est-ce qu'il y a une logique industrielle derrière? C'est là, je crois, que ça devient vraiment intéressant. Une des sources parle de moteur de synergie, c'est ça? Exactement, c'est ça. Ce concept de synergie, il est vraiment clé pour comprendre le choix de ces secteurs. L'idée, en gros, c'est que l'industrie des produits de nettoyage, elle n'est pas isolée. Au contraire, elle agit comme un moteur qui tire, qui stimule plusieurs autres secteurs industriels. Ces connexions, comment ça fonctionne, cette synergie? Alors, prenons la chimie d'abord, c'est assez évident, elle fournit les matières premières, hein, les tensioactifs, les solvants, les parfums, les enzymes, oui, mais ça va plus loin. L'industrie du nettoyage, elle cherche toujours à améliorer ses produits, hein, plus efficaces, plus écologiques, plus concentrés. Et cette recherche constante, eh bien, ça pousse la R&D chimie à innover, à trouver de nouvelles molécules, de nouveaux procédés. D'accord. Et le lien avec le plastique? Alors, là, c'est fondamental pour les emballages.
Les bouteilles, souvent faites par soufflage, les bouchons, les gâchettes de spray qui sont faits par injection. Tout ça, ça demande une industrie plastique qui soit performante. Et la demande forte du secteur nettoyage, elle stimule l'innovation dans les matériaux plastiques. On cherche des plastiques plus légers, qui intègrent du recyclé, et aussi dans le design des emballages. Ce qui doit logiquement entraîner des besoins en machines, en équipements spécifiques, j'imagine. Précisément. Pour fabriquer ces emballages, il faut des moules de haute précision. Ces moules sont souvent usinés grâce à des machines à commande numérique, des CNC, donc ça tire la métallurgie, l'usinage de précision. Mhm. Et pour la production en série des produits de nettoyage eux-mêmes, le remplissage des bouteilles, le bouchage, l'étiquetage, eh bien, il faut des lignes d'automatisation. Et les exigences de ce secteur en termes de flexibilité et de cadence de qualité, ça stimule l'innovation chez les fabricants de ces machines. Et il y a un dernier lien qui est crucial aujourd'hui, c'est le recyclage, non? Ah oui, indispensable. Avec l'utilisation massive de plastique, le recyclage devient incontournable. La pression des consommateurs, des réglementations pour augmenter la part de plastique recyclé dans les emballages, pour que les emballages soient eux-mêmes recyclables, eh bien, tout ça, ça dynamise toute la filière du recyclage, de la collecte jusqu'au traitement et à la réutilisation. C'est un vrai moteur pour l'économie circulaire. Donc si on déroule ce fil, l'idée ce serait de commencer par les produits finis, le nettoyage, Voilà, qui crée une demande pour les emballages, donc le plastique, c'est ça. qui eux-mêmes nécessitent des machines spécifiques et qui stimulent en parallèle le recyclage et la chimie de base. Ça ressemble à une stratégie d'industrialisation par étapes successives, en fait. C'est exactement ça. Plusieurs des sources qu'on a évoquent cette logique d'industrialisation progressive. Le fait de partir de biens de consommation finale, pour lesquels on sait qu'il y a un marché local puisque les gens achètent déjà ces produits, même s'ils sont importés, Oui, logique. ça permet de construire petit à petit les capacités dans les industries qui sont en amont ou qui sont connexes. On ancre le développement industriel dans une demande qui est réelle et on construit la chaîne de valeur brique par brique. Une des notes compare ça à un système d'irrigation goutte à goutte pour l'industrie naissante. C'est une approche assez pragmatique, finalement. Pour élargir un peu notre vision, les sources proposent aussi des concepts un peu plus généraux et même des parallèles. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Sam? Oui, il y a notamment cette notion d'entrepreneuriat industriel qui est abordée dans une discussion vidéo. Ce qui est intéressant là, c'est l'accent qui est mis sur la nécessité de former des entrepreneurs qui veulent fabriquer des choses. Ah oui, pas seulement faire du commerce. Voilà, pas seulement faire du commerce ou des services. La vidéo donne l'exemple de formations préalables très pratiques, comme le travail du métal au Kenya, avant même de se lancer dans la production de machines, par exemple. Elle insiste aussi sur l'importance d'avoir tout un écosystème de soutien autour de ces entrepreneurs, ce qui correspond assez bien à ce que l'école de fabrication semble vouloir faire. Et ce parallèle historique avec la Turquie, ça m'a intrigué quand j'ai vu ça dans les notes. Oui, c'est une référence brève, mais elle est éclairante. Ça renvoie au premier plan quinquennal turc dans les années 30, 1934-1938. Bon, sans refaire toute l'histoire. Non, bien sûr. Ce plan visait, un peu comme l'ambition béninoise aujourd'hui finalement, à réduire la dépendance aux importations pour des produits qui étaient essentiels à l'époque. Le textile, le sucre, le papier. D'accord. Et ça, en utilisant les ressources locales, en s'appuyant sur des institutions dédiées, comme la Sumerbank, et avec un financement qui était majoritairement national. L'objectif, c'était l'autonomie économique, via une industrialisation par étapes, en commençant par les besoins de base. Ça montre que cette approche, cette stratégie, elle n'est pas nouvelle. C'est un rappel intéressant que ces défis et ces stratégies, ils ont des précédents historiques. Et comment est-ce qu'on peut mesurer si ces stratégies fonctionnent, si elles donnent des résultats? C'est une question clé, effectivement. Une autre source suggère l'idée d'un indice d'industrialisation qui serait composite, c'est-à-dire plutôt que de regarder juste le PIB ou le volume des exportations. Oui. Et cet indice pourrait agréger des indicateurs plus variés. Par exemple, est-ce qu'il y a un lien réel entre la formation et l'emploi industriel? Comment évolue la balance commerciale pour ces secteurs spécifiques? Quel est le taux de survie des nouvelles entreprises manufacturières? Est-ce que les politiques de soutien sont efficaces? Ça permettrait d'avoir un outil d'évaluation plus fin, plus nuancé, pour juger de l'impact de projets comme cette école ou des politiques publiques en général. D'accord. Bon, si on essaie de rassembler un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? Alors on part d'un constat clair. Le Bénin fait face à un défi majeur, ce déficit commercial sur des biens de consommation courants. C'est le signe d'une base industrielle locale encore faible dans ces secteurs. Mais en parallèle, il y a une volonté politique qui est affirmée de changer la donne, de diversifier l'économie. Le programme Révéler le Bénin
en est une illustration. Et face à ce défi, on a vu une proposition très concrète. L'école Imala Tokul. Elle cible justement ces secteurs déficitaires, le nettoyage, les plastiques, en misant sur la formation, mais une formation très pratique et orientée vers l'entrepreneuriat. Oui, Et le choix de ces secteurs n'est pas anodin, parce qu'ils ont ce potentiel de synergie, cette capacité à entraîner d'autres activités industrielles derrière eux. c'est ça. Et cette approche qui consiste à partir des besoins du marché local pour construire une chaîne de valeur industrielle, étape par étape, eh bien, elle s'inscrit dans des logiques de développement qui ont déjà fait leur preuve ailleurs et elle trouve même des échos historiques. C'est une démarche qui se veut pragmatique et qui vise à créer de la valeur ajoutée localement. Et pour finir, quelle est la pertinence de ce type d'initiative pour l'avenir ONU, surtout dans le contexte africain actuel, avec la ZLECAF notamment? La pertinence, elle est potentiellement très grande. Si le Bénin arrive à développer une production locale qui soit compétitive, Oui. il pourrait capter une partie de ce vaste marché régional de la CEDEAO et même de la ZLECAF. On a vu les chiffres, on parle de milliards de dollars d'importations actuelles rien que pour ces produits de nettoyage et plastique. C'est énorme. La ZLECAF, son but, c'est précisément d'encourager ce commerce intra-africain. Mais pour qu'il y ait du commerce intra-africain, il faut qu'il y ait des biens produits en Afrique à échanger. Donc, produire localement ce qui est aujourd'hui massivement importé, c'est une première étape assez logique. Mais le chemin n'est pas simple pour autant, j'imagine. Il y a des obstacles. Ah bah, évidemment. Le succès de ce genre d'initiative, ça dépendra de beaucoup de facteurs. Il faut de la cohérence, de la continuité dans les politiques de soutien au niveau national. Il faut un environnement des affaires qui facilite la création et la croissance des entreprises. Bien sûr. Et surtout, il faudra relever ce défi permanent de l'adéquation de la formation, s'assurer que les compétences qui sont développées correspondent vraiment aux besoins d'une industrie qui évolue vite et qu'elles ne deviennent pas obsolètes rapidement. C'est un équilibre délicat à trouver. Absolument. Et pour finir, peut-être une dernière pensée à considérer. Quand on voit l'ampleur de ce marché régional, on parlait de plus de 4 milliards de dollars pour la CEDEAO, plus de 30 milliards pour la ZLECAf en 2023, juste pour le nettoyage et les plastiques. Hmm. Et quand on voit le potentiel de développement industriel en cascade que ces secteurs peuvent amorcer, on peut se demander, est-ce que des initiatives comme cette école de fabrication, si elles arrivent à essaimer, si elles réussissent à former une génération d'entrepreneurs qui sont aussi des producteurs, est-ce qu'elles pourraient être un vrai catalyseur? C'est une bonne question. Est-ce qu'elles pourraient contribuer de manière significative à transformer l'économie béninoise, aider le pays à passer de l'exportation de matières premières brutes à la création de valeur sur place, et incarner ainsi, concrètement, l'esprit de la ZLECAf? Bon, la question reste ouverte évidemment.